C'est vendredi, une semaine sur deux dans le podcast AWS en français. On passe en vue l'actualité des 2 dernières semaines. 99 nouveautés, j'en ai sélectionné une bonne quinzaine pour vous. C'est pas un peu dans tous les sens, je vous explique ça. Le podcast AWS en français. Sébastien Stormac. Merci d'être fidèle au podcast AWS en français. J'étais dans une conférence à Nantes, Tech Ready, la semaine passée. Vous êtes nombreux à m'avoir parlé du podcast et je vous en remercie. N'hésitez pas à en parler autour de vous, à nous laisser des feedbacks, des petits pouces vers le haut, des étoiles. Nous sommes disponibles tous les vendredis matins, vous le savez, dans les bonnes applications de podcast, comme j'ai l'habitude à le dire. C'est Google, c'est Spotify, c'est Deezer, c'est Amazon Music, c'est Apple Podcast, et puis beaucoup d'autres aussi qui reprennent notre flux et je les en remercie. Alors je vous l'ai dit dans l'intro, il y a plein de nouveautés, j'en ai compté 99 depuis l'épisode d'il y a 2 semaines. J'enlève comme d'habitude les expansions régionales ou les nouveaux types d'instances X, Y, Z pour EC2, il m'en laisse 28 et dans ces 28 j'ai encore dû faire un tri, mais ça part un peu dans tous les sens. Alors c'est vrai qu'Amazon Q Developer va truster 5, 6, 7 entrées dans ces 28, mais le reste j'ai eu beaucoup de mal à les grouper, donc ça va être beaucoup de petites news brèves et je vais essayer de vous résumer tout ça en un quart d'heure chrono maximum comme d'habitude. La première nouvelle que je voulais partager avec vous, c'est une nouvelle région qui, comme à notre habitude depuis quelques années, avait déjà été pré-annoncée depuis assez longtemps, mais qui est maintenant généralement disponible, comme nous disons dans notre jargon. En gros, elle est ouverte et vous pouvez l'utiliser. C'est en Asie que ça se passe. API East 2, c'est son petit nom d'API, API pour Asia Pacific, East pour Est évidemment, et 2 parce qu'il y a déjà Hong Kong qui est pas très très loin, juste de l'autre côté de la mer, quasiment en face, à une demi-heure d'avion à peine. C'est Taïwan et une région avec 3 availability zones autour de Taipei, la capitale de l'île, ce qui nous amène à 117 availability zones sur 37 régions, pour ceux qui comme moi essayent de garder le compteur. Et puis n'oubliez pas que dans les nouvelles régions, elles sont opt-out par défaut, vous devez aller les activer dans votre compte AWS si vous voulez déployer de l'infrastructure à proximité de vos clients à Taïwan. Pour les développeuses et les développeurs que vous êtes, je suis à peu près certain que quelque part dans votre infra, vous utilisez Amazon API Gateway. Il y a une nouveauté sympa dans API Gateway qui est la création de règles de routage d'API. Donc API Gateway, vous le savez, c'est un service entièrement managé, serverless, qui permet de faire des API REST, par exemple, et de relayer des requêtes HTTPS que font vos clients, que ce soit en ligne de commande, des applications web ou mobiles, vers des fonctions lambda ou d'autres endpoints. Et bien maintenant vous allez pouvoir au niveau de l'API Gateway configurer des règles de routage basées sur des conditions que vous définissez, donc des valeurs de header HTTP, de path de l'URL ou une combinaison des deux, une action et une priorité. Et donc quand le header match ou le path match et qu'il y a une action qui est définie et que c'est l'action à plus haute priorité, et bien API Gateway va router ce call vers une API ID et un stage particulier. Alors ça peut être super utile pour faire de l'A/B testing par exemple, si vous voulez tester 2 comportements différents et router en fonction de header HTTP vers un backend ou vers un autre backend, pour versionner des API également si vous introduisez des nouvelles versions d'API ou des changements incompatibles, pour sélectionner dynamiquement son backend également, puisque le target, la cible du routage, c'est bien une API ID et un stage. Donc vous pouvez avoir un stage prod, un stage dev, ça c'est le classique, mais maintenant un stage prod A et un prod B en A/B testing par exemple. Donc si vous êtes développeur plutôt full stack ou développeur plutôt back-end, allez jeter un coup d'œil sur ces nouveautés dans API Gateway. Pour les développeurs également, le CDK Toolkit Library est disponible. Alors le CDK, vous savez, c'est cette librairie qui vous permet de définir votre infrastructure as code en écrivant du code dans votre langage de programmation préféré, Python, TypeScript, Java. Il y en a peut-être d'autres qui sont supportés, mais enfin ce sont les 3 principaux. Eh bien le Toolkit Library, c'est une librairie en Node.js qui permet d'accéder programmatiquement aux fonctionnalités du CDK lui-même. Donc si vous voulez générer une synthèse, donc générer
un template CloudFormation à partir de votre code, si vous voulez déployer ou détruire un tag, jusqu'à présent, vous deviez utiliser la ligne de commande CDK. Eh bien, le library, c'est finalement un accès programmatique à la ligne de commande. Vous n'avez plus besoin d'installer la ligne de commande, juste inclure la librairie dans votre code. Alors, c'est un outil assez bas niveau, c'est vraiment pour les développeurs. Si vous voulez interagir avec le cœur du CDK, créer vos propres workflows, vos propres automations, vos propres outils, peut-être votre propre CLI, eh bien vous pouvez le faire maintenant avec cette librairie. Une nouvelle API qui s'appelle AWS Invoice Summary, elle est généralement disponible également, et ça vous permet de retrouver le détail de vos factures programmatiquement via le SDK. Donc vous pouvez aller rechercher plusieurs détails en faisant un seul call d'API qui prend différents paramètres en entrée, comme la compte ID, l'invoice ID, la période de facturation et éventuellement même une date range. Donc si vous voulez avoir une meilleure vue sur vos factures, programmatiquement, vous allez jeter un coup d'œil sur cette nouvelle API qui vous permet d'accéder à vos factures. Il y a un blog post et quelques vidéos qui ont été postées au sujet d'Annapurna Labs. Annapurna Labs, vous savez, c'est cette société qui a été achetée par AWS il y a quelques années, qui fait maintenant partie d'AWS et qui est clé pour AWS parce que c'est eux qui conçoivent et qui construisent le matériel spécifique sur lequel tournent vos applications et vos workloads. Quand on les a achetés, ils avaient juste Nitro, qui est maintenant la base de C2. Toutes les instances modernes de C2 sont basées sur Nitro, qui permet une grande séparation des virtual machines, puisque l'hyperviseur est maintenant essentiellement au niveau hardware sur les machines, et puis ça empêche également des employés AWS d'accéder aux virtual machines ou aux workloads qui sont déployés sur Nitro. Mais depuis, on a étendu la gamme d'Annapurna Labs à 2 autres composants, enfin 3 ou 2 familles en tout cas. Une qui est Graviton, qui sont les processeurs architecture ARM que vous retrouvez sur EC2, sur beaucoup de services managés comme RDS, comme OpenSearch et d'autres, et puis évidemment sur Lambda qui vous permet de déployer vos workloads avec un meilleur ratio coût-bénéfice, donc pour le même niveau de performance ça coûte moins cher, ou enfin voilà, vous avez un meilleur ratio coût-performance, je vais m'emmêler les pinceaux là-dedans, et puis c'est bon pour la planète également, puisque ça consomme, les processeurs Graviton consomment moins d'énergie, moins systématiquement. Si je peux déployer en Graviton, je le fais toujours, et c'est quasiment un réflexe, c'est systématique. Et puis la troisième gamme d'outils d'Annapurna Labs, ce sont les chipsets dédiés à l'inférence pour le machine learning et l'intelligence artificielle, et pour l'entraînement, donc les chipsets Trainium et Inferentia. Tout ça, c'est expliqué dans un blog post à force avec moult vidéos. C'est assez intéressant de voir le détail de ce lab. On voit quelques images des data centers également. Allez jeter un coup d'œil dans ces vidéos. Tiens, puisqu'on parlait de training et d'inférence, vous savez que quand vous ne le faites pas sur Trainium et Inferentia, vous le faites peut-être avec des instances C2, avec des GPU de NVIDIA. Eh bien, AWS a annoncé jusqu'à 45% de réduction de coûts sur les instances P4D, P4DE, P5, P5EN qui ont des NVIDIA GPU soit A100, soit H100, soit H200. Alors, la réduction n'est pas la même suivant que vous soyez en on-demand, en EC2 Saving Plans ou en Compute Saving Plans pour 1 an ou pour 3 ans. Le maximum de réduction, c'est sur les P5 pour les EC2 Instant Saving Plan sur 3 ans, où le coût descend de 45%. Mais enfin, même en on-demand, vous avez 33% de réduction sur les P4 et 44% sur le P5 et 25% sur le P5EN. Donc si vous avez besoin de capacité GPU aujourd'hui, sachez que vos coûts vont significativement baisser grâce à cette nouvelle baisse de coût qui est disponible automatiquement pour tout le monde. Vous n'avez absolument rien à faire. Je parlais d'API Gateway il y a quelques instants. Vous savez probablement la définition même des API d'AWS, des plus de 300 services qui composent AWS, est définie programmatiquement également. Donc il y a un langage de programmation d'API, de description d'interface d'API qui s'appelle Smithy, et les SDK, la ligne de commande, sont essentiellement générés automatiquement sur base de ces modèles, comme on les appelle, ces modèles Smithy. Jusqu'à présent, vous pouvez les trouver en allant chercher
chercher dans le code source des SDK, ils étaient cachés quelque part. Et bien maintenant, ils sont disponibles publiquement sur GitHub. Donc tous ces modèles sont mis à jour tous les jours maintenant sur GitHub et sur Maven Central. Alors à quoi ça peut vous servir? Ça peut vous servir à aller simplement peut-être apprendre comment fonctionnent les API d'AWS. Ça peut aussi vous permettre de générer vos propres SDK clients. Par exemple, dans le monde Swift, il y a le SDK officiel d'AWS, mais il y a un SDK non officiel maintenu par la communauté qui s'appelle Soto. Et jusqu'à présent, le mainteneur de Soto allait voler entre guillemets les API Definition pour générer son SDK en allant regarder dans un autre SDK. Maintenant, il peut officiellement accéder à ces modèles qui sont sur GitHub. Si vous voulez faire des implémentations de ces API, par exemple pour des mocks, pour du testing, pour faire des agents IA, des MCP tools par exemple, ça pourrait être utile également. Alors, elles ne sont pas développées en open source, ces définitions Smithy sont toujours générées en interne et publiées sur GitHub, donc ça ne sert à rien de rentrer des pull requests ou des choses comme ça. On va pas, en tout cas pour le moment, il n'y a pas de plan pour changer le développement des API elles-mêmes et les passer en open source, mais en tout cas on voulait les publier parce que ça ouvre le champ du possible pour vous qui créez des outils sur base de ces API. Si vous voulez en savoir plus sur Smithy et les outils autour, on en a déjà parlé dans le podcast AWS en français. C'était avec Jérôme Dauge et Vivian Delplace. Je cherche la date. C'était il y a longtemps. C'était l'épisode 228 du 21 juin 2024. Donc il y a un an, avec Neko Technologies, notre partenaire en Belgique, qui fait un usage assez extensif et assez surprenant des API Smithy pour générer leurs propres outils. Je vous invite à aller écouter cet épisode si vous voulez en savoir plus sur Smithy qui est maintenant disponible pour tout le monde. Alors je vous ai promis une palanquée de nouveautés autour d'Amazon Q Developer. Vous savez, c'est cette IA agentique qui aide les développeurs, qui est disponible à la fois dans la ligne de commande, à la fois dans vos IDE et à la fois dans la console et la doc. C'est pas exactement le même produit d'ailleurs. Dans les IDE et le CLI, c'est une version. Et puis dans la console et la doc, c'est une autre version. La console et la doc, maintenant, vous permet d'optimiser vos coûts AWS. Vous pouvez ouvrir Amazon Q Developer dans la doc ou dans la console et lui dire comment je peux diminuer ma facture AWS, par exemple. Et il va aller sur une base agentique, aller regarder les recommandations de Cost Explorer, par exemple, identifier les économies potentielles, l'effort d'implémentation, les performances, le risque, et vous donner un plan d'action que vous pouvez mettre en place pour diminuer votre facture AWS. Ça, c'est Amazon Q Developer dans la doc et dans la console. Si vous utilisez Q Developer, il y a Q Developer Chat également qui est aussi dans la Management Console, qui commence à avoir le comportement agentique qu'on a dans la ligne de commande et dans les IDE, qui est aussi disponible dans Microsoft Teams et Slack. Donc il est capable maintenant de répondre à des questions beaucoup plus complexes comme celle que je viens de donner sur le coût par exemple, et d'aller examiner plus en profondeur vos ressources AWS et de fournir des réponses plus adaptées à votre contexte spécifié. Alors si on parle de Amazon Q Developer dans votre IDE, dans la ligne de commande, vous êtes de plus en plus nombreux à l'utiliser et je vois tous les jours vos posts émerveillés sur les réseaux sociaux en disant waouh j'ai fait ça, waouh j'ai vu ça, ou waouh ça m'a résolu tel problème. Merci de partager ces posts et continuer. C'est super impressionnant de voir ce que vous construisez avec Q Developer. Quelques nouveautés côté Q Developer pour les IDE, pour la ligne de commande. Il est disponible maintenant dans JetBrains et Visual Studio. Alors vous allez me dire, il était déjà disponible avant. Oui, mais c'est l'expérience agentic coding. Donc comme l'expérience que vous avez en ligne de commande est maintenant disponible dans JetBrains, Visual Studio et Eclipse également. C'était une grosse demande, c'était d'avoir Q Developer comme un plugin pour Eclipse. Et bien maintenant, c'est chose faite. Vous avez vu il y a une semaine ou deux que Claude 4 est sorti.
avec l'autre Sonnet et Opus 4. Eh bien, Sonnet 4 est disponible maintenant dans QDeveloper en ligne de commande également. Vous pouvez lancer en ligne de commande QChat --modèle et le nom du modèle. Ou alors, une fois que vous êtes déjà dans un dialogue, vous tapez /modèle et vous choisissez le modèle avec lequel vous voulez interagir. QDeveloper CLI dans votre IDE est entièrement gratuit. Vous avez juste besoin d'un Builder ID. Un Builder ID, c'est un compte que vous pouvez ouvrir auprès d'AWS avec simplement votre adresse email. Il n'y a pas besoin de carte de crédit ou d'un vrai compte AWS. Juste une adresse email valide. Et passer de la version gratuite à la version pro, c'était un peu pénible, parce que pour la version pro, il faut être identifié avec Identity Center, donc il fallait créer Identity Center, créer un user et mettre tout ça en place. Et bien depuis hier, mercredi, puisque j'enregistre ce podcast jeudi soir, depuis hier, mercredi, maintenant vous pouvez passer du free tier au pro tier simplement en tapant /subscribe. Si vous arrivez à la fin de la limite du free tier, il va vous proposer automatiquement d'upgrader également. Donc en pro, qu'est-ce que vous avez différent? Vous avez des quotas beaucoup plus hauts pour le nombre d'interactions par jour. Vous pouvez customiser ces réponses avec votre code privé, donc vous pouvez lui donner à ingérer des repos GitHub privés par exemple, pour qu'il puisse générer du code personnalisé basé sur vos frameworks privés sur lesquels il n'a pas été entraîné. Et puis vous avez tout un volet de gestion des utilisateurs également pour l'administrateur, avec du reporting, du dashboard, d'utilisation utilisateur par utilisateur. Attention, c'est $20, $19 par mois et par utilisateur si vous passez au pro tiers. Mais comme le disent les gens avec qui je parle, les développeurs avec qui je parle, et mon expérience, c'est que sur le free tiers, vous pouvez déjà faire beaucoup avant d'être bloqué. Donc testez ces nouveautés sur Amazon Q Developer. Encore 4 petites news pour terminer. PowerTools pour Lambda, c'est une librairie en .NET, en Python, en TypeScript. Je crois qu'il y a une version Java également qui vous aide à développer des Lambda fonctions. Si vous développez des fonctions pour Lambda, allez regarder PowerTools si vous ne le faites pas déjà. Une nouveauté dans PowerTools, c'est la possibilité de supporter les agents Bedrock. Quand vous définissez un agent IA dans Bedrock, souvent l'implémentation de cet agent est déléguée à Lambda. Et bien avec PowerTools, maintenant, vous pouvez scaffolder, comme on dit en bon franglais, donc créer un projet avec les bons types de données en entrée, en sortie, etc. Prêt pour taper votre business logic. Donc c'est beaucoup plus facile de créer des fonctions lambda IA agent pour Bedrock grâce à cette nouvelle version de PowerTools qui supporte cette fonctionnalité en Python, TypeScript et .NET. Si vous utilisez les outils d'Atlassian, la société australienne, vous connaissez certainement Confluence, le wiki ou Jira, l'issue tracking, vous pouvez maintenant ingérer les données d'Atlassian, Jira et de Confluence directement dans OpenSearch et les indexer de manière à pouvoir les rechercher. Avec cette intégration, maintenant, vous pouvez créer une espèce de knowledge base cherchable de toutes vos données dans Atlassian, Jira et dans Confluence. Ça sert à quoi? Ça sert encore à l'IA. Si vous avez des workflows autour de RAG, Retrieval Augmented Generation, OpenSearch supporte RAG et supporte la vectorisation. Donc vous pouvez demander à vos agents d'IA d'interroger votre collection de données Jira et Confluence via OpenSearch. L'authentification se fait sur une basic API key ou alors un peu plus costaud avec OAuth 2 et c'est disponible dans plein de régions et en Europe c'est Irlande, Londres, Francfort, Espagne, c'est pas encore pour Paris mais je vous tiendrai au courant. On parle de DynamoDB Stream, vous savez, c'est ce service serverless de streaming qui vous permet de capturer tous les changements qui arrivent sur une table DynamoDB. Il s'intègre maintenant avec Kinesis Client Library, KCL version 3, ce qui vous permet de réduire les coûts de calcul d'à peu près 33% par rapport à la précédente version de KCL. KCL 3 a également un nouvel algorithme de load balancing qui va vérifier l'utilisation des différentes ressources et automatiquement redistribuer la charge entre les workers moins utilisés et les workers plus utilisés. KCL 3 est aussi construit sur le SDK Java 2 qui a lui-même une meilleure performance et meilleure sécurité. Il n'y a plus de dépendance maintenant sur le vieux, entre guillemets, AWS SDK pour Java 1. Donc si vous utilisez DynamoDB Stream, jetez un coup d'œil sur l'intégration avec Kinesis Client Library.
Et je terminerai le long épisode de cette semaine. Désolé pour ma promesse de 15 minutes chrono, ça va être un poil plus long, mais il y avait tellement à dire cette semaine. RDS, les bases de données managées pour DB2 supportent maintenant le Cross-Region Standby Replica. Ça veut dire que vous pouvez créer un réplica de votre base de données principale dans une autre région. Nous nous occupons de la synchronisation des données. Donc chaque fois qu'il y a quelque chose qui est écrit dans une région, le réplica sera mis à jour de façon asynchrone. Mais en cas de souci, vous pouvez simplement basculer le endpoint sur le réplica. Ça vous évite de devoir réinstaller une base de données à partir d'un backup, par exemple. Votre base de données est déjà chaude et démarrée. Il n'y a que les clients à repointer vers le réplica. C'est une fonction qui existe déjà sur d'autres engins. Je suis content de l'avoir arrivé sur DB2. Voilà, c'était ce long épisode du podcast AWS en français du vendredi 13 juin 2025. Merci de nous faire confiance, merci de partager cet épisode autour de vous, de nous faire part de vos feedbacks. J'espère vous voir très bientôt à une conférence, un meet-up ou un summit proche de chez vous. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast AWS en français. La semaine prochaine, nous allons parler nous aurons 2 épisodes, un Women in Tech où j'ai le plaisir d'interviewer Annabelle sur sa carrière en tant que UX designer d'interface et d'expérience utilisateur. Elle nous expliquera ça et les challenges qu'elle a eu pendant ses études et dans ce métier en tant que femme dans un monde d'hommes. Et puis si tout va bien, vendredi on parlera d'AWS Academy, ce programme qui permet de délivrer des cours AWS dans des instituts de formation supérieure, et j'aurai le plaisir d'interviewer un prof qui lance un nouveau un nouveau cursus Cloud dans son académie. Ça sera pour le vendredi 20 juin, mais d'ici là, quoi que vous codiez, codez-le bien.